à tous. Alors que vont avoir lieu l'examen et le vote du budget rectificatif, le président du Conseil national nous accorde un entretien afin d'évoquer les grands sujets à l'ordre du jour. Laurent Nouvion, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous allons consacrer toute cette première partie au budget rectificatif en général. Alors, un budget qui annonce des recettes records. Déjà, peut-on expliquer qu'est-ce qu'un budget rectificatif? Vous parlez de monitoring de l'État. Oui, je crois qu'un budget rectificatif est dans la droite ligne du budget primitif, qui est vraiment le grand rendez-vous de l'année, au mois de décembre. Et donc, ce budget rectificatif 2015 doit fixer et doit suivre les engagements pris, donner la parole publique gouvernementale sur les différents sujets, sur les différentes actions de l'État et particulièrement dans les domaines où il s'est engagé, où le gouvernement s'est engagé vis-à-vis de la Haute Assemblée. Et ce budget rectificatif, je crois qu'on va en parler tout à l'heure dans différents sujets, pose un certain nombre de difficultés, notamment sur la qualité de la parole publique, la qualité des engagements et surtout le fait que le Conseil national et ses élus, et les élus de la majorité, doivent être respectés dans leurs demandes et qu'on ne peut pas considérer que quand on s'engage sur quelque chose, on s'engage sur des besoins qu'on demande pour la population parce que nous sommes les interprètes de la population monégasque qui nous a élus. Nous avons cette légitimité qui est tout à fait, que nous défendons farouchement et nous respectons bien entendu celle du gouvernement. Eh bien, il faut que ce dialogue se passe et il faut que chacun écoute et entende l'autre. Et on est un peu loin du compte en ce moment. Alors, en cette rentrée, peut-on finalement revenir sur l'état d'esprit du Conseil national? Oui, je crois que les élus ont passé des vacances bien méritées, que en fait, ces 3 ou 4 mois qui nous séparent du mois de décembre sont des 3 ou 4 mois très éprouvants parce qu'il y a à la fois des séances privées, des séances publiques, des séances législatives importantes, notamment sur le calendrier, où vous me demanderez les détails. Les élus de la majorité sont déterminés au travail, ils sont apaisés, ils sont tout à fait, je dirais, pleins d'abnégation et farouchement attachés au respect de leurs prérogatives et au respect de l'image et de la position et de la place du Conseil national et de la place que le Conseil national doit tenir dans le dialogue institutionnel. Je crois que c'est vraiment notre colonne vertébrale que nous défendons. Alors justement, peut-on évoquer le calendrier, le futur calendrier du Conseil national? Oui, alors vous savez, pour le rectificatif, pour qu'on puisse donner des éléments aux téléspectateurs qui nous suivent et aux compatriotes, 1er juillet, le dépôt du programme gouvernemental d'action avec les lignes rectificatives, on les étudie sous forme de questions, on les envoie au gouvernement. Mi-juillet, il y a des réponses début août et puis il y a eu des commissions plénières d'études début septembre entre nous et le gouvernement où on a dialogué, on a posé un certain nombre de questions. Et puis après, Marc Burini, président de la Commission des finances, va défendre son rapport, qui est toujours un moment fort de la vie politique. Le ministre d'État répond et puis le débat s'engage sur les différentes lignes rectifiées dans le cadre de ces soirées, le 1er octobre, donc dans les jours qui viennent, le 5 et le 7 pour un vote qui est soumis à la Haute Assemblée avec les explications de vote. Et dans la foulée, le gouvernement nous présente les grandes lignes du budget primitif 2016. Donc vous voyez, on ne s'arrête pas. Avec le même processus, les questions, les réponses, des commissions plénières d'études début novembre, et puis de grands travaux, des sessions législatives le 26 et le 30 novembre prochain, et puis les séances budgétaires du budget primitif au mi-décembre. Donc vous voyez, on ne va pas chômer, mais on est très content et on est vraiment extrêmement honoré de pouvoir respecter la confiance qui nous a été faite par les compatriotes il y a maintenant 2 ans et demi. Je crois que ça trace notre devoir. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants, si vous le voulez bien. Vous allez découvrir la vie parlementaire et puis regagner le Conseil national, le grand hémicycle où nous attend Marc Burini pour parler du budget rectificatif plus en détail. Et on se retrouve pour la suite et la fin de cet entretien.
Alors que le Conseil national effectue sa rentrée, la période estivale aura été extrêmement chargée. Retour sur l'actualité des 3 derniers mois. En juin, c'est une tradition, les élèves de la principauté sont récompensés sous le regard du prince souverain et des plus hautes autorités du pays, dont le président du Conseil national. Il s'agit de la remise des prix du concours de langue monégasque qui a fait l'objet au préalable d'épreuves écrites et orales. Le 25 juin, Laurent Nouvion assiste à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Association des jeunes de Monaco. Quelques jours plus tard, le Conseil national accueille l'amicale des donneurs de sang de Monaco. Alors que les besoins en sang sont toujours plus criants, une grande journée de collecte est organisée et les conseillers nationaux n'ont pas manqué d'y participer. La fin de l'année scolaire aura également permis de récompenser les élèves de terminale et de 3e lors d'un apéritif d'honneur. Sans oublier, une dizaine de jours après la proclamation des résultats du baccalauréat 2015, une grande réception pour les lauréats du précieux diplôme. Le 16 juillet, ambiance chaleureuse sous la tonnelle de la terrasse du Cap Fleuri, où le président du Conseil national, accompagné de conseillers nationaux, déjeune avec les pensionnaires de l'établissement. Fin août, Laurent Nouvion est à New York, au siège des Nations Unies, pour participer à la 4e conférence mondiale des présidents de parlement de l'Union interparlementaire. Le président du Conseil national fait partie des 180 dirigeants de parlement, membres de l'UIP, qui prennent part à ce sommet dont la thématique est mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable, construire un monde tel que le veut le peuple. La conférence s'est clôturée avec l'adoption d'une déclaration commune des 140 États représentés à New York qui s'engageront à unir leurs efforts pour notamment continuer à renforcer la démocratie, lutter contre toute forme de discrimination, veiller au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Enfin, il y a quelques jours, Laurent Nouvion était aux côtés des responsables de l'AMPA, l'association monégasque qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, pour la grande marche annuelle qui a réuni cette année près de 1000 personnes à travers les rues de la Principauté. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle à mes côtés. Marc Burini, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur du projet de loi concernant le budget rectificatif de l'État. Alors, dans un premier temps, que l'on comprenne bien, qu'est-ce qu'un budget rectificatif ? Un budget rectificatif, d'abord, ça veut bien dire dans le terme rectificatif ce que ça veut dire. Il est chargé de rectifier certaines écritures d'ailleurs impératives du budget primitif qui a été voté en décembre de l'année précédente. Au-delà d'un document technique chiffré, pour la Haute Assemblée, un budget rectificatif est aussi le moment de suivre. C'est un suivi du budget primitif que les élus ont voté 9 mois avant. Ça, c'est important aussi. Quelles sont finalement les grandes tendances de ce budget rectificatif ? Dans les grands chiffres, nous avons des dépenses, des recettes qui se situent à 1,133 milliard d'euros, à peu près même proportion de dépenses. Donc on a un excédent d'à peu près 3 millions d'euros. Au niveau des recettes, la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié de nos recettes, sont issues de la TVA. On a 468,6 millions de TVA. Elle a été augmentée de 43,6 millions rectificatifs, dont la TME monégasque qui représente à elle seule 470 millions. Au niveau des droits de mutation, vous savez, sur les actes de vente immobilière, sur les droits de mutation, etc., on se situe à 100 millions. Donc on a rajouté 8 millions. Au niveau de l'impôt sur les bénéfices, on est à 120 millions, ça n'a pas bougé. Au niveau des grandes dépenses, vous savez qu'on a ce qu'on appelle dans notre jargon la section 7, qui constitue le plus gros de nos dépenses et qui sont constituées de tout ce qui est dépenses de grands travaux pour le futur de Monaco. Là, l'État dispose de 364 millions d'euros, dont 56,5 millions de reports de crédit. Vous savez, les reports de crédit, ce sont des crédits qui ont été votés pour des opérations qui sont assez longues dans le temps,
qui n'ont pas été exécutées, c'est-à-dire qui n'ont pas été consommées et qu'on pourra consommer les années d'après. Donc, ce qui veut dire aussi que si elles n'ont pas été consommées, on a pris des retards sur ces travaux. Alors, comment s'inscrit ce budget rectificatif par rapport aux autres années? Je veux dire, au-delà des chiffres comme ça bruts qui sont bons, moi je trouve que le Conseil national doit toujours prendre de la hauteur et du recul et penser au futur de Monaco et des Monégasques. Donc je veux dire, il ne faut jamais oublier que notre économie est assez fragile. On a calculé que 30% des recettes de l'État sont constituées par les recettes immobilières et construction. Ce qui veut dire que, vous vous souvenez qu'on avait été touché par la crise de 2009. De 2009 à 2011, sur 3 ans, nous avons accumulé un déficit de 191 millions d'euros. Pour les mêmes 3 années, nous avons prélevé 375 millions d'euros au fonds de réserve constitutionnel, qui est notre bas de laine, qui est notre épargne. Donc, en 3 ans, c'est plus de 500 millions d'euros, c'est-à-dire un demi-milliard d'euros qui sont partis comme ça. Donc, on est aussi inquiet au niveau de ce bas de laine qu'on a, qui est notre garant, le garant de notre souveraineté aussi. Vous savez qu'il y a 10 ans, il représentait 4,5% d'année de budget. Aujourd'hui, moins de 2 ans. Donc, voilà, on reste très, très attentif et très vigilant. Et je crois qu'il faut être très humble au niveau des recettes une année sur l'autre. Marc Burini, merci pour cet éclairage. Je vous propose à présent de découvrir les expressions libres. Notre président a demandé au gouvernement la tenue d'états généraux sur la circulation. Je crois qu'ils sont nécessaires car les Monégasques subissent la nuisance de nombreux chantiers à Monaco. Je crois qu'il y a aujourd'hui quelques 60 chantiers et qui sont malgré tout indispensables à la bonne marche de l'économie monégasque. Donc il ne faut pas les renier. Mais cela dit, ça fait beaucoup car les chantiers plus la circulation, ce sont des nuisances permanentes tous les jours dans la principauté. Donc je crois que ces états généraux sont non seulement nécessaires mais indispensables et qu'il faut les coupler avec une réflexion par quartier. Je pense par exemple au boulevard des Moulins. Je demande une réflexion sur le boulevard des Moulins de manière à essayer de redynamiser cette artère qui était une artère où tout le monde se promenait. Je me souviens quand j'étais petit, le samedi, sur le boulevard des Moulins, tout le monde était là, c'était la fête. Avec mes parents, on allait dans les commerces, on allait boire le thé. Enfin bref, aujourd'hui, il faut redonner la vie à ce quartier. Et ça passe nécessairement par une refonte donc, de l'ensemble, de la place des Moulins. J'ai demandé, vous le savez, à ce que la destination de l'Office du tourisme soit changée pour donc déplacer le personnel de l'Office du tourisme. Ça, c'est le sujet du gouvernement et c'est à lui de trouver des solutions pour que le bâtiment soit démoli et qu'on ne refasse sur l'emplacement un nouveau bâtiment, un joli petit bâtiment, et dans lequel on puisse mettre un multimarque. Donc on a un certain nombre de marques qui ne sont pas présentes à Monaco. Et vous savez que ça bouge énormément du côté de Cap 3000, du côté de Cagnes. Il y a un certain nombre de surfaces qui vont se créer. Il ne faut pas qu'on soit à la traîne dans la principauté. Souvent, l'analyse budgétaire risque de rendre myope. En effet, à force de regarder ligne à ligne les postes budgétaires, on oublie parfois que le budget exprime la politique économique et financière de la principauté. La nécessaire analyse des recettes et des dépenses ne doit pas nous faire oublier de regarder l'horizon. C'est dans ce sens que j'analyserai le budget rectificatif 2015. En me souvenant de l'adage « Quand le sage montre la lune, attention de ne pas regarder le doigt ». En 2011, la loi sur l'économie numérique a été votée par le Conseil national. Et pourtant, depuis, les textes d'application n'existent toujours pas. Les acteurs attendent. 4 années se sont passées. Que faut-il encore attendre ? Pire, la loi de 2011 nécessitait d'être actualisée. C'était en tout cas un des objectifs de la loi sur la cybercriminalité. Et là aussi,
On devait créer une agence pour garantir à l'État une sécurité nationale. Mais le projet de loi déposé en avril dernier n'est pas prioritaire d'après le gouvernement. Nous devons attendre une loi sur la défense nationale. Texte que nous attendons toujours depuis juin. Le temps passe. Nous devons accélérer. Les technologies de l'information n'attendent pas. L'Internet n'attendra pas Monaco. Il est temps d'agir. Sur le dossier hier, à la surprise générale, le ministre d'État nous a appris l'année dernière, je crois que c'était au moment du budget primitif, qu'il avait retiré la concession de la ligne à Hélières-Monaco, ce qui nous a paru totalement incongru. Il faut savoir que le responsable de cette ligne a créé la ligne en 1976, que c'est l'exploitant historique, qu'une ligne d'hélicoptère, c'est très compliqué à mettre en place. Vous savez, moi je vends des téléphones, c'est presque anodin par rapport à ce qu'il faut comme énergie, comme courage physique et moral pour créer ce genre d'entreprise. Donc on ne peut pas faire fi de ce qui a été fait depuis bientôt 40 ans. La façon dont ça s'est fait ne convient pas du tout à la majorité Horizon Monaco. On aurait aimé que ça se fasse autrement. Aujourd'hui, on en est loin. C'est profondément regrettable. Pour finir, comment ne pas évoquer le cas Monaco Télécom? Là encore, la commission des concessions a été mise devant le fait accompli lors du changement d'actionnaire. Ce n'est pas force de l'avoir demandé et redemandé. Et pourtant, il a fallu attendre septembre, ces derniers jours, pour enfin disposer de toutes les projections chiffrées de l'activité de l'entreprise, alors que le ministre d'État lui-même s'était engagé au cours du budget primitif 2015 de communiquer toutes les informations aux élus avant la fin janvier. Monégasques, sachez que nous serons là, présents et pour défendre vos intérêts. Chers compatriotes, chers amis, nous voici maintenant à l'heure de la rentrée politique. Je ne vous cacherai pas, cette rentrée sera difficile. Difficile car si ces derniers temps, les relations entre nos deux institutions semblaient s'améliorer, aujourd'hui le lien est à nouveau coupé. En témoignent les derniers échanges et conférences de presse de chacune des deux parties. À maintes reprises, le gouvernement n'a pas respecté le Conseil national dans ses prérogatives. Alors à ce sujet, il faut être clair. Le Conseil national n'est ni aux ordres du gouvernement, ni une chambre d'enregistrement. Au rassemblement et en jeu, au sein de la majorité Horizon Monaco, il est essentiel que le Conseil national conserve toutes ses prérogatives, telles que lui confère la Constitution, notamment dans son article 66, qui prévoit l'accord des volontés. Dans leur investissement au quotidien, les élus attendent du gouvernement les éléments essentiels pour pouvoir travailler les dossiers avec sérieux, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Le gouvernement doit convenir une bonne fois pour toutes que le Conseil national est un élément incontournable dans le modèle constitutionnel de notre pays. Pour Rassemblement en jeu, la rentrée politique a déjà commencé, notamment lundi dernier par son traditionnel cocktail de rentrée. Vous étiez 150 à venir nous soutenir. À ce sujet, nous avons pu échanger ensemble sur les divers sujets d'actualité et là-dessus, votre message a été clair, voire même un mot d'ordre. Ne vous laissez pas faire. Eh bien, chers compatriotes, c'est ce que nous ferons lors des prochaines séances budgétaires qui auront lieu début octobre. En conclusion, je dirai ceci. Le Conseil national est prêt à travailler de concert avec le gouvernement, mais à lui de faire de même, donc la balle est dans son camp. Chers compatriotes, nous arrivons à mi-mandat. Bernard Pasquier, Jean-Louis Grinda et moi-même vous avons déjà informé de notre constat que le Conseil national a vu son influence et sa visibilité régresser en 2 ans et demi. Le ministre d'État en personne a reproché en public le fait que le nombre de lois étudiées et votées est en chute libre. Nous venons d'avoir l'exemple de l'extension en mer, où le président de l'institution a participé aux commissions d'information pendant 2 ans, mais a dénoncé le fait que le gouvernement ne l'avait pas informé totalement et n'avait pas écouté ses remarques. En public, le président lui-même avouait donc ne pas avoir d'influence sur le gouvernement, qui ne redoute plus les réactions du Parlement. Tout au long de ces 2 ans et demi, la technique de M. Nouvion a été de crier au loup et de se fâcher rouge lorsqu'on lui présentait différents dossiers en développant un tapage médiatique. Il a mis en péril les discussions avec les nouveaux actionnaires de la SBM. Il a mis en doute les capacités de la direction générale de la SBM. Il a perturbé le dossier concernant les négociations pour sortir de la commission de suivi du Conseil de l'Europe et a tenté d'interférer dans les négociations gouvernementales avec l'Union européenne. Après avoir inquiété, paniqué, perturbé les Monégasques, les résidents, le gouvernement, il se tait et attend qu'une décision soit prise par le gouvernement et validée par le chef de l'État pour dire qu'il n'y a plus rien à faire.
Cette manière de diriger le Conseil national n'est pas adaptée, elle est néfaste et la voix des Monégasques ne se fait plus entendre. Le plus inquiétant, c'est qu'il y a encore 2 ans et demi à faire du surplace. Mes chers compatriotes, à chaque élection, le même spectacle nous est offert. La classe politique unanime fait le serment de défendre la priorité nationale à l'embauche. Nous avons eu même le droit à la création d'une cellule de veille pour la priorité nationale dont la majorité actuelle a tout simplement oublié de la doter des moyens de ses ambitions. Monégasque, au seuil des négociations avec l'Union européenne, Renaissance exhorte toutes les bonnes volontés à redéfinir ensemble l'essence même de la priorité nationale. Il est urgent de garantir la priorité nationale effective aussi bien à l'embauche que lors de promotion, afin que les futures générations de Monégasques puissent continuer à espérer travailler et s'épanouir dans leur pays. Renaissance vous remercie. Monsieur le Président, nous allons reprendre cet entretien en nous intéressant plus précisément aux dossiers qui seront au cœur des débats à l'occasion de ces séances publiques. Mais avant d'évoquer les affaires intérieures, si je puis dire, j'imagine, Monsieur le Président, que vous êtes particulièrement attentif aux questions européennes. Oui, il y a les négociations avec l'Union européenne, les pourparlers ont commencé, mais pas vraiment les négociations, puisque la partie institutionnelle n'a pas encore été réglée. Il y a eu une réunion le 22 et 23 septembre dernier où M. Tonelli a représenté la principauté et 3 chefs d'entreprise l'ont accompagné, notamment pour expliquer un certain nombre de nos particularismes. Mais ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons pas encore perçu, après la commission plénière d'études de cet été, très bien la stratégie gouvernementale. Nous ne savons pas ce que nous allons. Nous savons ce que nous allons perdre, mais nous ne savons pas exactement ce que nous allons gagner. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé depuis 1 an et demi une étude d'impact très précise. Marc Burini l'a demandé. Les résultats nous sont parvenus il y a quelques jours et ne nous satisfont pas dans la mesure où les éléments qui nous sont donnés ne sont pas suffisamment probants pour arrêter une véritable stratégie, notamment par rapport à la ventilation du chiffre d'affaires des entreprises monégasques et des entreprises situées à Monaco. Donc nous restons très vigilants sur ce sujet. J'ai pu d'ailleurs m'en entretenir avec le président du Parlement luxembourgeois ainsi que le président des 2 chambres belges quand j'étais à New York au début du mois de septembre parce qu'ils nous aident sur la stratégie à engager puisque le Conseil national à sa place va effectivement se doter de conseils et d'appui. Et nous en avons parlé ensemble, pas plus tard qu'il y a quelques jours lors d'une commission des relations extérieures. C'est un sujet essentiel mais évolutif. On n'a pas fini de revenir sur ces négociations et sur ces enjeux qui, comme vous le savez, préoccupent beaucoup la population et beaucoup le Conseil national. Mais nous jouerons là aussi tout notre rôle, tout le rôle que nous donne la Constitution, seulement ce rôle-là, mais notre rôle plein et entier. Un autre dossier très important en principauté, celui de la SBM. Oh, oui. Les derniers chiffres sont désormais connus. Comment voyez-vous l'avenir aujourd'hui de la Société des Bains de Mer? Oui, il y a 3 points. Bon, il y a les chiffres qui ne sont pas très bons à la fin du mois d'août. Il arrive parfois dans les casinos que les clients gagnent. Ça a été le cas cet été. Et donc il y a plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires qui manque par rapport à l'année dernière. L'exercice n'est pas terminé et nous espérons que la chance va tourner au profit du casino de Monaco. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous attendons une école de jeu. Le gouvernement, là aussi, s'est engagé en décembre dernier avec l'accord de la direction. 1 an après, on en est au même stade. Un élément symptomatique de ce dialogue qui ne fonctionne pas, ou de ce dialogue de sourds, je ne sais pas très bien ce que je pourrais dire. Et donc nous voulons cette école de jeu pour au moins 10 ou 12 compatriotes et non pas 6 parce que ça fait 22 mois qu'il n'y a pas eu d'école de jeu et je dirais une école de nouveaux jeux qui s'adapte aux nouvelles générations, aux nouveaux produits, à la nouvelle demande. S'il faut les envoyer à Macao, à Las Vegas, qui soient bilingues, il faut que la direction de la SBM mette les moyens pour former les jeunes monégasques qui veulent rentrer dans l'école de jeu et qui veulent rentrer dans les jeux, c'est absolument essentiel. Et le troisième point qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'il n'est pas question pour le Conseil national de briser, de morceler
le monopole des jeux, puisque certaines personnes voudraient développer un cercle de jeux à Monaco en dehors du monopole assuré par la Société des Bains de Mer. Depuis 1870, ça fonctionne ainsi et il n'en est pas question. Donc s'il y a un cercle de jeux qui doit fonctionner, il fonctionnera à 100% contrôlé par la Société des Bains de Mer. Et là-dessus, nous sommes tous complètement déterminés. Voilà. Là aussi, nous n'avons pas eu pas de réponse satisfaisante du gouvernement et en plus la direction de la SBM partage totalement notre point de vue, donc ça tombe bien. D'une grande entité monégasque à d'autres, Hélière, Monaco Télécom, un mot peut-être, oui, Monsieur le Président, sur les concessions monégasques? Écoutez, les concessions, c'est encore un sujet, un serpent de mer. Bon, alors sur Monaco Télécom, nous attendons le plan technologie du futur de M. Niel qui nous a promis, hein, je le vois arriver, je l'attends comme l'ensemble des compatriotes chez soi avec sa box, avec ses téléphones. Il y a eu beaucoup de bugs cet été, une augmentation des tarifs de fixe malheureuse avec une très mauvaise communication derrière. Nous restons très vigilants et donc sur nos gardes. Concernant Hélière, on a pu le voir dans la presse, je me suis exprimé aussi, je regrette que le gouvernement ne m'ait pas écouté depuis des mois, puisque je prône d'asseoir autour d'une même table les acteurs de l'aviation civile à Monaco, qui sont ces deux compagnies. Le gouvernement a décidé, avant une réunion de la commission des concessions, ce qui prouve la grande considération qu'il a pour nous, de donner la ligne à une compagnie au détriment d'Hélière. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans une situation de blocage, de non-dialogue, de contentieux potentiels, engagés. Et donc nous sommes préoccupés par trois choses. D'abord, l'avenir des salariés de la compagnie Hélière, parce que la compagnie qui va reprendre a une obligation de reprendre les salariés aussi, une continuité du service public, c'est un service public aérien très important pour Monaco, et puis la sécurité et l'image de la principauté. Donc j'espère que d'ici quelques mois, nous sortirons par le haut. Je ne suis pas très optimiste parce que les ferments de l'ensemble de ce dossier n'ont pas été très bien engagés et le gouvernement doit être un arbitre. Il ne l'a pas été. Je regrette. Voilà. Ouvrons à présent un volet travaux, plus précisément logement. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous en avons longuement parlé. Oui. Peut-on faire un point sur le sujet? Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, écoutez, je ne veux pas avoir l'air d'être un peu scrogneux et toujours d'être dans dans les difficultés, mais je suis dans une analyse factuelle. Le gouvernement s'est engagé sur des opérations intermédiaires sur près de 80 logements l'année dernière, au budget rectificatif déjà, puis au budget primitif. Et nous nous apercevons que sur ces trois opérations, la Villa del Sol, l'Annonciade et l'opération Grimaldi, la Villa del Sol, le gouvernement a décrété cet été qu'il voulait que ce soit consacré aux enfants du pays. Il n'en est pas question pour nous. Deuxièmement, sur l'Annonciade, on nous annonce des servitudes de vue alors qu'à 20 mètres a été construite la tour Odéon. Les Monégasques jugeront que là-dessus, pour leur construire des logements, on ne peut pas modifier les ordonnances pour eux. Donc ça ne va pas être possible. Et sur l'opération Grimaldi non plus. Donc manifestement, c'est la parole publique qui est en cause et c'est l'engagement initial du gouvernement qui est en cause. Même si aujourd'hui, le gouvernement essaye de nous sortir une solution alternative du chapeau. De toutes les façons, les délais n'y suffiront pas et nous ne serons pas livrés fin 2017-2018, début 2018, comme il s'y était engagé. C'est grave. C'était important pour vous, Monsieur le Président, d'évoquer également les infrastructures en principauté. Oui, les infrastructures et notamment les infrastructures publiques. Il y a aussi un exemple qui me paraît important. On a demandé la construction d'une école primaire dans le quartier de la Condamine. Depuis 2 ans, M. Barry-Larraud s'en est fait le porte-parole, président de la commission de l'éducation et de la jeunesse. Le gouvernement effectivement nous a suivis sur le principe, mais veut absolument valider ce projet par une ligne au rectificatif, ce qui n'est pas la vocation du rectificatif. Je vous rappelle que le budget rectificatif rectifie à la marge un budget dans son ensemble. Et nous attendons donc la présentation de ce projet lors de la commission des grands travaux du 5 novembre et nous souhaitons que cette opération passe par le budget primitif avec un triennal plutôt que par un budget rectificatif. Et il nous manque beaucoup d'éléments aujourd'hui pour nous prononcer. Voilà. Donc je ne voudrais pas qu'on croie qu'on est contre le projet puisque nous l'avons nous-mêmes demandé. Mais le sérieux, le suivi,
la clarté des informations que nous donne le gouvernement et le sérieux des décisions du Conseil national, c'est aussi de proposer quelque chose de faisable, de raisonnable et pas dans la précipitation. Voilà. Il n'y a aucune raison que 8 jours avant une séance publique, sous prétexte qu'il y a un peu de tension, tout à fait légitime, eh bien, qu'on arrive avec un panier de Noël avant Noël pour donner un certain nombre de choses aux conseils nationaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le dialogue, il doit fonctionner du 1er janvier au 31 décembre toute l'année. Il ne peut pas y avoir une coupure entre le 1er janvier et le 1er juillet. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu en situation de blocage. Voilà. Parlons d'un projet, le projet le plus important du moment, celui de l'extension en mer. Nous ne sommes pas loin. Une ligne est consacrée justement dans le budget rectificatif. Absolument, une ligne Quelle rectificative. est finalement l'approche du Conseil national? L'approche, c'est toujours la même. Nous sommes en soutien d'une grande décision qu'a prise la plus haute autorité sur cette extension territoriale. Nous soutenons cette décision, nous soutenons le principe, cette extension de 6 hectares qui sera un quartier supplémentaire. Là-dessus, que les choses soient extrêmement claires. Mais les attributions du Conseil national, le rôle du Conseil national est de vérifier les conditions de cette extension. Et ces conditions passent par une loi et par des engagements, par également des contrats. Ce contrat a été passé et signé à notre barbe le 30 juillet dernier, sans notre accord, sans nous avoir consultés, sans nous avoir écoutés, contrairement à ce qui a été fait à Fontvieille il y a 50 ans. Et donc, ça part pas bien. Et il faut que le gouvernement comprenne et que les compatriotes comprennent que nous sommes parfaitement dans notre rôle, y compris l'opposition, hein, qui essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes. Le rôle du Conseil national est de contrôler le processus. Et comme la loi est beaucoup plus forte qu'un contrat ou qu'une concession, cette concession aura vocation à être amendée, à être changée, à être revue. Pourquoi? Parce que la loi qui nous a été déposée il y a quelques jours, nous avons pu la lire et le gouvernement a aussi l'obligation de déposer des lois acceptables et bien étudiées. Et quand on lit cette loi, j'ai commencé à la lire, notamment avec la cellule juridique au Conseil national et nos conseils, il va y avoir beaucoup de choses à dire pour encadrer les conditions économiques, juridiques, environnementales, techniques et donc politiques de cette extension en mer. Donc c'est un sujet là aussi qui nous préoccupe énormément. Nous venons d'évoquer les chantiers, le logement, les travaux, Oui. ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de la qualité de vie en principauté. On rappelle que cette émission est enregistrée, nous sommes en plein yacht show. Vous Oui. avez un message à passer, Monsieur le Président? Oui, je trouve que le Yacht Show est un merveilleux événement, fantastique, un rendez-vous international du grand yachting, des brokers, des clients et de toutes les entreprises qui travaillent directement ou indirectement sur les différents chantiers navals. C'est absolument une grande réussite. Mais il faut penser aux gens qui habitent Monaco, qui vivent à Monaco. Au premier rang des compatriotes, des résidents. Et on ne peut pas partir du principe que la vie à Monaco s'arrête pour le Yacht Show. Nous avons déjà le Grand Prix qui est un événement à portée mondiale. Il faut réfléchir à des voies de circulation ouvertes, notamment sur la piscine. On ne peut pas rester pendant 3 semaines avec des voies de circulation fermées. Et ça m'amène tout naturellement à ma demande il y a quelques mois, par votre intermédiaire, je vous remercie encore, et par Monaco Channel, de mes états généraux de la circulation. Le ministre m'a répondu et le gouvernement a répondu à botter en touche en disant qu'il s'agissait d'une demande anticonstitutionnelle. Je pense qu'il s'agit d'une plaisanterie. Alors, si on veut modifier le mot, il ne s'agit pas d'états généraux, il s'agit de table ronde. Mais pendant ce temps-là, tout le monde attend dans les bouchons tous les matins, mais 1h30 pour venir à Monaco. Il est urgent de mettre tout ça sur la table. Donc je réitère ma demande et je suis assez déterminé, pas têtu, mais déterminé, donc je continuerai. Voilà. Monsieur le Président, avant de refermer cette interview, vous avez spécialement choisi cet endroit pour évidemment parler de l'extension en mer, nous venons de le faire, mais également de rappeler un anniversaire particulier, celui des 30 ans de Fontvieille. Oui, je crois que c'est tout un symbole, c'est un succès incroyable du prince régnier,
du gouvernement de l'époque, des élus de l'époque et de toutes les forces vives de Monaco. Je crois que c'est aussi un exemple pour nous, pour la future extension qui va commencer dans quelques années. Et également suivre l'exemple qui nous a été donné, cet exemple politique, juridique, et c'est un exemple d'entente entre toutes les parties institutionnelles à Monaco. Tout le monde était derrière ce projet. Et je ne comprends pas, et je comprends d'autant moins que ça fait des mois que je demande qu'on suive l'exemple qui a été pris, y compris le phasage institutionnel qui a été pris à l'époque et qui a été décidé. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas suivi ce que nous avons demandé. Et aujourd'hui, nous sommes aussi là-dessus dans une situation un peu de tension. Donc je trouve ça dommageable parce que nous avons tous confiance dans Monaco, dans la capacité à Monaco de se renouveler, à assurer de la croissance, d'abord pour nos nationaux, pour le bien-être des nationaux et pour nos résidents. Et nous sommes un peu un phare, un petit phare dans le sud de la Méditerranée. Et nous y travaillons tous les jours au Conseil national, les élus, aux côtés du prince et de son gouvernement, s'il nous écoute et comme il doit le faire et s'il nous entend. Ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien alors que vont avoir lieu l'examen et le vote du budget rectificatif. Merci. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez suivre les séances publiques en direct sur Monaco Info, votre chaîne, et le site du Conseil national. Merci de nous avoir suivis.